Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Romane en parle, où l'on place la psychologie au cœur de tous les parcours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'Antoine Valnet, arbitre officiant en Ligue 2 et quatrième arbitre en Ligue 1. Au-delà de ce maillot d'arbitre, Antoine, c'est aussi un père de famille, un chef d'entreprise et surtout un grand passionné de sport, de tous les sports, on va dire, qui n'a pas choisi l'activité la plus facile, peut-être même une des plus critiquées dans le monde du sport, c'est-à-dire le rôle d'arbitre. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce podcast. On va aller explorer l'envers du décor, comment on fait face à la pression en tant qu'arbitre, comment on fait face aux sacrifices, aux critiques aussi, et ce que cela implique sur la famille, la vie personnelle, d'être dans ce type d'activité. Donc voilà ce qu'on va explorer. On va aussi voir ce que ça peut t'apprendre d'être arbitre sur la gestion émotionnelle, sur la confiance en soi et sur la persévérance. Donc merci beaucoup Antoine d'être avec moi aujourd'hui. Merci Romane, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, de pouvoir partager ma passion qui est méconnue, je pense, du grand public. Et voilà, j'espère que je pourrai lever le voile sur quelques indiscrétions, quelques choses de mon quotidien qui peuvent intéresser les gens et qui sont méconnues. Le foot, on en parle beaucoup et finalement l'arbitre, on en parle beaucoup moins. Et pas dans le bon sens, sinon. Exactement, Des fois. quand on en parle, c'est généralement pas pour les bonnes choses. Donc aujourd'hui, on va essayer de tourner ça en positif et puis de regarder tout ce qui se cache derrière cette passion et ce métier d'arbitre. Eh bien, parfait. Allons-y. C'est vrai que le métier d'arbitre, tu le disais, est souvent méconnu, mais aussi incompris. Juste pour les gens qui s'y connaissent pas du tout en football, est-ce que tu pourrais nous décrire simplement qui tu es et ce que tu fais ? Ok. Donc, je suis arbitre. Donc là, jusque-là, je pense que tout le monde suit ce que c'est un arbitre. Un sifflet, des cartons, on est au milieu du terrain. Ça, c'est ce que je fais donc en Ligue 2, donc en deuxième division, qui est une division professionnelle. Donc, je me déplace dans toute la France. Et puis, je suis également arbitre remplaçant et arbitre vidéo en Ligue 1. Donc la première division française. Alors, en quoi consiste arbitre remplaçant, arbitre vidéo ? On connaît un petit peu moins ces rôles-là. L'arbitre remplaçant, c'est celui qui est entre les entraîneurs, qui a pour rôle déjà, mission première, de remplacer un des arbitres s'il y en a un qui se blesse. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et puis de gérer, on va dire, tout ce qui est autour du match, l'administratif, la gestion des bancs, la gestion des entraîneurs, la gestion des remplacements. Et puis, comme on est en communication audio avec toute l'équipe, d'arbitrer également toutes les phases qui peuvent se passer, soit juste devant nous, soit en dehors du champ de vision des trois autres arbitres. Ok, Voilà. donc par exemple les fautes qui n'ont pas été vues ou alors l'entraîneur qui insulte un joueur ou, ou quelque chose comme ça. Exactement, voilà. On a vraiment ce rôle d'arbitre. On n'est pas seulement spectateur ou gérer seulement la partie remplacement. On a vraiment un rôle important au sein du quatuor. Et puis quand on est arbitre vidéo, là c'est un rôle qui est différent. On fait de l'arbitrage vidéo, donc on est devant les écrans, on n'est pas sur site, on est dans un replay center à Paris. Et là, l'idée, c'est d'apporter une aide à l'équipe s'il y a eu un manquement significatif qui a été fait. Ok, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être arbitre ? Quand est-ce que tu as commencé déjà cette profession, ou en tout cas cette activité dans un premier temps, je pense ? Au départ, je suis tombé un peu par hasard dans l'arbitrage. J'étais, je vais dire, comme beaucoup d'enfants, fan de foot. Donc j'ai commencé à jouer au foot à 6 ans. Je joue à un niveau correct, régional, mais sans prétention ou sans ambition d'aller forcément au haut niveau. Et puis à l'âge de 14 ans, on m'a présenté une opportunité en me disant, voilà, le président de mon club m'a dit, on cherche des arbitres, qui veut essayer ? Et puis c'est souvent comme ça quand on est adolescent, il y a une grappe de copains, on s'est dit, allez, on essaye. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Et au départ, c'était pour moi le bon moyen d'allier ma passion qui était le foot avec une activité de week-end qui me permettait de gagner un peu d'argent de poche quand j'étais adolescent et puis de faire un truc qui me plaisait. Au départ, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Et puis petit à petit, au début, j'étais arbitre et joueur, donc j'arbitrais le samedi, je jouais le dimanche ou inversement. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé
Ça a mis du temps, hein. On pourra revenir un peu sur le parcours, mais voilà. Oui, avec plaisir. Ça a commencé comme ça. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match, le tout premier que tu as arbitré? Ouais, le tout premier, je m'en rappelle très bien. Parce qu'en plus, alors ça, c'est le hasard de la vie, mais l'observateur ou l'accompagnateur de départ qui était là est aujourd'hui mon associé dans le travail. Donc trop drôle. le cheminement, il est assez fou parce Ouais. que ça date de 2004, donc ça fait 21 ans. Oh. Donc là, ça me met un petit coup de vieux. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon associé dans le travail. Lui était arbitre. On s'est connus par ce biais-là. Et lui accompagnait des arbitres qui commençaient, parce que c'est souvent ce qu'on fait aussi une fois qu'on a un peu de maturité, un peu d'expérience, on va aider les plus jeunes à commencer. Okay. Donc moi, je me rappelle très bien ce match-là, puisque ça a marqué un peu le début. C'était à Étalans, donc pas très loin d'ici. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et comment tu t'étais sentie ce jour-là? Parce que voilà, tu entres dans un nouveau rôle. Tu disais que tu faisais du foot avant. Ouais. Donc tu étais plutôt dans le jeu, dans l'action, où si on te voit, pour le coup, c'est pour le positif, c'est que tu as fait un bon match. Et là, tu deviens arbitre. Il faut te cacher, ça on y reviendra aussi, mais c'est un rôle qui est totalement différent, c'est plus du tout le même enjeu dans le match. Donc, exactement, c'est un rôle qui est complètement différent. Alors ça date un petit peu, alors les souvenirs, forcément ils s'évaporent un petit peu, mais moi j'avais bien vécu ça. Cela dit, on est complètement perdu. Enfin, faut être tout à fait transparent. Quand on a 14 ans, qu'on se retrouve au milieu, alors on arbitre des jeunes, qui ont le même âge que nous, un peu plus jeunes, mais du jour au lendemain, on se retrouve à gérer une équipe de 11 ou plus joueurs avec les remplaçants, etc. Des staffs, des entraîneurs qui sont souvent plus âgés, parce que ce sont souvent des majeurs, des arbitres assistants également qui, eux, souvent sont des majeurs. Et du coup, c'est vrai qu'on devient le patron du match. Et au début, on n'a pas d'expérience. Donc ça complique un peu la chose, mais en même temps, ça accélère énormément l'apprentissage. C'est aussi pour ça qu'au départ, il y a des accompagnateurs qui viennent nous aider, parce que j'aimerais pas revoir le match que j'avais fait. Aujourd'hui, avec mon œil d'arbitre pro, j'aimerais pas revoir le match que j'avais fait, mais j'en garde un bon souvenir, donc c'était pas si traumatisant que ça. Ouais, en tout cas, t'as pas eu trop de retours négatifs après ce match-là. Ouais, où l'observateur était bienveillant. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, après ce match, de continuer? Est-ce que c'est justement, comme là tu le dis, l'envie d'apprendre, de progresser, et le fait aussi peut-être d'être soutenu par le mentor, ou si on peut dire comme ça, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont motivé dans... En fait, c'est un espèce d'engrenage dans lequel on est pris, parce que plus on avance, plus on arbitre des matchs qui deviennent intéressants. Et puis au départ, on est arbitre central dans les matchs de nos catégories, et puis on peut être arbitre assistant, donc là juge de touche, comme on pouvait dire auparavant, mais en tout cas l'arbitre qui a le drapeau, donc qui est un des 3 autres arbitres sur des matchs un peu plus importants. Et en fait, quand on goûte à ça, on se dit tiens, j'aimerais bien être arbitre central de ce match-là. Et puis en fait, on est pris dans cet engrenage-là. Il faut comprendre que tous les arbitres sont évalués et classés, et en fait, un peu comme les équipes, on peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais. C'est-à-dire qu'on peut monter de catégorie, et on peut également descendre. Okay. Et donc l'idée, c'est vrai que c'est d'être le plus performant possible pour réussir à gravir les échelons petit à petit des divisions, et de retrouver des matchs de plus en plus intéressants. Et du coup, c'est vrai que chaque année, on goûte un petit peu à un match un peu plus intéressant, et on se dit, tiens, j'ai envie d'avoir ce genre de match et de continuer. Ce niveau-là. Oui. Et du coup, on est pris dans cet engrenage-là de travail et d'amélioration continue. Oui, on en avait un peu parlé quand on s'était appelé pour discuter du podcast, mais quelque chose qui est assez particulier pour le monde du sport, c'est que là, tu le dis, on va être observé, on peut évoluer, mais cette évolution, elle dépend beaucoup d'une évaluation qui se veut extrêmement subjective. On ne se base pas sur une performance où on regarde ton chronomètre, où on regarde combienième t'es arrivé à la ligne d'arrivée, mais on regarde surtout ta performance, qui peut être très subjective et qui dépend aussi d'évaluateurs qui restent humains avant tout. Comment tu as vécu ça, cette évolution, ce jugement, comment on peut le vivre d'être évalué? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est vraiment une des facettes de notre métier. C'est-à-dire qu'on est scruté en permanence. Alors,
soit scrutés par l'environnement immédiat, Oui. joueurs, entraîneurs, etc., qui évaluent notre performance sans forcément connaître toutes les règles déjà. Moi, pour le coup, ouais. le foot, je pense, c'est le seul sport où les gens qui pratiquent ce sport-là connaissent pas toutes les règles. Ah oui. Ah ouais, ça Oh, c'est vraiment c'est fou. hallucinant, je pense, en comparaison aux autres sports. Mais bon, ça c'était la parenthèse. Donc on est déjà scruté par l'environnement immédiat, et puis effectivement, quand on est observé par un être humain. Alors ça, je pense pas que ça nécessite du changement, parce qu'aujourd'hui avec l'IA, on a des pistes comme ça sur l'arbitrage par l'intelligence artificielle, etc. Ah ouais. Mais aujourd'hui, moi je suis content qu'on soit évalué par des humains. Par contre, effectivement, ils ont leurs critères propres, et du coup le classement il dépend aussi de la sensibilité que va avoir cet homme ou cette femme qui vient t'observer à l'instant T. Et c'est vrai que ça peut créer forcément des frustrations ou des joies qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on arrive en fin de saison, on a beaucoup de mal, même si on a une idée de notre performance, contrairement à un coureur ou un athlète ou un cycliste qui connaît son classement quand il arrive, ou même pendant la course. Nous, c'est à la fin de saison que le coup près tombe, dans le bon sens ou dans le mauvais. Et c'est vrai que ça, alors avec l'expérience, on apprend à le gérer, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué de garder cette concentration et cette motivation intacte pendant toute la saison, alors que même on ne sait pas exactement où on se trouve. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu peux t'évaluer, toi, après un match? Comment tu t'évalues? Est-ce qu'il y a des critères où tu sais te dire, là, j'ai fait un bon match, et à l'inverse, des critères où tu doutes un peu plus de ta performance? C'est une bonne question aussi. C'est vrai qu'il y a des matchs où nous, on a le sentiment que tout s'est bien passé. Comment ces indicateurs-là, ils sont donnés quand même par les acteurs du jeu au départ. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qui semblent plus faciles à arbitrer que d'autres. Cela dit, en tout cas avec l'arbitrage moderne et l'arbitrage professionnel, on revoit nous tous nos matchs. Et il peut s'avérer parfois que le sentiment qu'on a à chaud soit différent de celui qu'on a quand on revoit le match avec les différents ralentis, les différentes caméras, etc. Parce que ça va tellement vite. Oui. Puis tu peux pas avoir les yeux partout non plus. Enfin, ça va vite, et t'es pas sur tout le terrain. Enfin, t'es dans l'action surtout. Voilà. Donc au départ, quand on commence, c'est vrai qu'un match où à la fin, il n'y a pas d'encombre, tout le monde vient serrer la main et on boit le verre de l'amitié dans le clubhouse. Ça, c'est un match qui s'est bien passé quand on est au statut, on va dire, amateur. Quand on passe dans le monde professionnel, il y a d'autres enjeux quand même. Parce qu'on sait que le match il va être scruté, analysé, décortiqué. Et ça, c'est notre travail aussi d'après-match, de revoir et puis de voir quels axes d'amélioration ou pas on peut apporter. Oui, tu parlais tout à l'heure de cette évaluation qui arrive à la fin de la saison. Est-ce que tu y penses à chaque match, à cette évaluation? C'est omniprésent dans ta performance, ou tu arrives à t'en détacher en te disant de toute façon je fais mon match et je verrai bien à la fin de la saison? Moi, voilà, j'ai opté pour le fait de me concentrer sur ma performance. Okay. Pour justement pas générer de frustration, parce que je sais dès le départ que je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas tout ce qui va se passer sur le match, et je ne maîtrise pas l'évaluation qui va être faite derrière. Donc moi, j'ai essayé de mettre en place justement des choses que je maîtrise dans ma préparation, pour me rassurer aussi, parce que ça fait partie de la préparation mentale d'un match, mais comme tout athlète, je pense, de haut niveau, de mettre des choses en place récurrentes. Je suis limite toqué, mais je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Avoir des rituels bien précis. Exactement, ouais, très précis, à la limite, à la limite du toc. Mais on en reparlera dans la phase de prépa. De la préparation mentale, justement, pour me dire, ok, ça je maîtrise tout jusqu'au coup d'envoi, et après le reste, on sait qu'il y a une part d'inattendu. Et nous, tout le métier d'arbitre, c'est expect the unexpected. Les arbitres anglais disent ça, c'est vraiment on doit être préparé à ce qui est inattendu. Oui, voilà. En permanence. En permanence. Quel est notre prochain problème? C'est un peu les phrases qu'on répète quand on se forme et quand on forme les jeunes arbitres. C'est que voilà, tout est maîtrisé à l'instant T. Ok, quel va être notre prochain challenge ou notre prochain problème?
Oui, et quand tu parles de ça, ça résonne avec des concepts plus psychologiques dans le sens général. C'est se demander aussi ce sur quoi on a une prise, ce sur quoi on a le contrôle, agir dessus et accepter les choses pour lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle, en l'occurrence l'évaluation subjective, Exactement. les aléas d'un match qu'on ne peut pas du tout maîtriser. On sait que être arbitre, ça demande quand même beaucoup de persévérance et il y a des chiffres qui viennent appuyer ça. On voit que un arbitre sur 5 quitte sa fonction chaque saison, tout niveau confondu, Mhm. et que la moitié, donc 50% des arbitres, arrêtent d'arbitrer au bout de 2 ans seulement d'activité. Donc ça montre à quel point c'est quand même une activité qui est engageante, qui demande aussi beaucoup de persévérance et peut-être aussi de sacrifice. Qu'est-ce qui te fait tenir toi encore aujourd'hui? Parce que tu disais ça fait 21 ans, c'est ça? Que tu as Ouais, commencé, donc exactement. c'est quand même beaucoup Exactement. plus que les 2 ans de moyenne, en tout cas pour lesquels tiennent les autres arbitres. Qu'est-ce qui te fait tenir? Et voilà. Alors aujourd'hui, en fait, la grosse difficulté, effectivement, pour l'arbitrage en général, il se passe dans les 2 à 5 premières saisons. Parce que il faut réussir à fidéliser nos arbitres, nos jeunes arbitres. Quand je dis jeunes, c'est voilà, les nouveaux arbitres en tout cas. On a moins de problèmes de recrutement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la fonction, mais qui effectivement ont du mal à rester dans cette fonction après 2 ans. Moi, mon cas, il est plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on arrive au monde professionnel, il y a d'autres enjeux, des enjeux de médiatisation, des enjeux financiers pour les clubs, etc. Mais par contre, il y a moins d'enjeux liés à la sécurité. Et je pense que c'est un des problèmes peut-être qui touche le plus les jeunes arbitres, c'est qu'aujourd'hui, il y a des agressions tous les week-ends. Faut pas se leurrer, même si ça touche qu'une minorité, parce qu'on est 23 000 arbitres. Heureusement, ça touche pas tout le monde, mais ça touche certains arbitres. Et forcément, ça crée un climat de tension, ça crée un climat de peur. Même si aujourd'hui, il y a des lois qui nous protègent, c'est forcément une difficulté pour celui qui veut continuer. Et au-delà des agressions, il y a aujourd'hui des climats qui peuvent être délétères autour des terrains, que ce soit parents, joueurs, entraîneurs. Et ça, forcément, il faut qu'on arrive à modifier un peu tout ça pour que le climat soit plus serein sur et en dehors du terrain, pour que les arbitres réussissent à continuer leur passion, en fait. Finalement, chaque niveau a son degré d'exigence. Là, ce que je comprends, c'est que dans le bas niveau, si je peux appeler ça comme ça, en tout cas le niveau amateur, il y a beaucoup plus d'agression. Peut-être que l'arbitre est moins protégé aussi. On voit les arbitres, ils arrivent avec leur propre voiture, ils repartent directement du terrain, donc peut-être plus d'accès aux supporters, aux équipes, aux joueurs. Mais dans le haut niveau, il y a d'autres formes de pression, peut-être moins cette insécurité physique, ou quoique, mais d'autres pressions parce qu'il y a des matchs à enjeu, il y a des personnalités plus importantes aussi sur le terrain, donc une pression qui est supplémentaire. Quel est le niveau dans lequel tu t'es senti, toi, le plus à l'aise ou le moins, peut-être en tension ou sous pression? En fait, là, aujourd'hui, moi, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, même s'il y a, c'est vrai, cette forme de pression. Aujourd'hui, quand je rentre sur un terrain, j'ai vraiment les yeux encore d'un enfant, en fait. Il y a toujours aujourd'hui les escort kids qui nous accompagnent sur le terrain, qui ont généralement entre 5 et 10 ans, et je me revois un peu à leur place. Ils nous accompagnent et eux, ils sont complètement émerveillés par les caméras, par les lumières, le stade. Et je garde aussi cette âme d'enfant, de passionné de foot, en fait. Parce que moi, j'adore le foot. C'est-à-dire que quand j'arbitre pas, soit je regarde du foot, soit je parle de foot, soit je joue au foot. Donc voilà. Tu vis, tu manges, tu dors foot. Voilà, clairement, c'est une passion. Donc aujourd'hui, me retrouver au centre, voilà, au cœur du réacteur, moi j'adore ça. Et c'est vrai que c'est plus difficile au départ quand j'étais dans le monde amateur. Il y a effectivement des soirs où quand on rentre du match, on se pose la question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je recommencerai la semaine prochaine? Parce qu'on est souvent seul. Oui. La solitude de l'arbitre. Et ça, moi, j'en parle quand je fais des interventions un peu dans les clubs. Comme tout acteur d'un match, parfois, il y a des immanquables. C'est-à-dire que des fois, l'attaquant, il va rater un but tout fait.
Et la réaction de ses coéquipiers, ça va être, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller au bord d'un terrain, mais ça va être, allez, c'est pas grave, la prochaine. Et puis s'il rate un pénalty à la dernière seconde et que son équipe ne gagne pas, dans le vestiaire, personne ne va lui tomber dessus. Il va être entouré par ses copains, coéquipiers, par le staff et par les supporters aussi. C'est-à-dire que quand il va aller manger son sandwich d'après-match, même en amateur, les supporters, allez, c'est pas grave, la prochaine fois, tu vas le mettre, ce but. Il va être soutenu. Ouais. Si je transpose ça à l'arbitre, qui va rater le pénalty immanquable, c'est-à-dire que tout le monde sur le terrain l'a vu. Il y en a un qui l'a pas vu. Mauvais placement, mauvais timing, joueur qui passe devant, mauvaise inspiration du jour, il rate le pénalty. Et là, la réaction, elle va être complètement différente. Oui. C'est-à-dire que tout le monde va lui tomber dessus. À l'instant T, monsieur l'arbitre, c'est un scandale. Enfin, voilà, les termes, on les connaît. Et encore, quand c'est que ça, bon, oui. Ça va. Et après match, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui retomber dessus encore, les supporters, à la sortie du vestiaire, éventuellement dans le clubhouse. Et quand lui va rentrer chez lui, suivant le déplacement qu'il a, il va être tout seul face à ses doutes, face aussi forcément à son mécontentement d'avoir raté sa performance, ou en tout cas d'avoir sentiment d'avoir raté. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as raté un match ? Là, on a des indicateurs en fait. Oui. On a des indicateurs si extérieurs. Tout le monde, en tout cas, vient solliciter l'arbitre après le match, c'est pas un bon pronostic. C'est pas un super indicateur. Oui. Voilà, parfois il y a un peu de chauvinisme dans les supporters, mais ça reste beaucoup toujours... dans le foot quand même. Hein. Mais ça reste quand même des indicateurs qui nous font douter en tout cas. Et lui, il est tout seul. Parce qu'au départ, on n'a pas d'arbitre assistant. Donc, ce sont des arbitres assistants bénévoles. Et du coup, on est vraiment seul face à ses craintes, seul face à ses doutes. Et la semaine d'après, il faut retourner. Il faut y retourner. Il faut se remotiver. Peut-être avec la peur aussi dans le ventre. Les appréhensions aussi de ce qui va se passer. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. La peur, l'appréhension. Et puis, de se dire, voilà, est-ce que ça va recommencer ? Oui. Parce qu'il peut y avoir, quand ça reste de l'intimidation ou des mécontentements de ce type-là, ça peut aller, mais ça peut aller jusqu'à l'agression verbale ou physique. Oui, il y a un chiffre qui était paru récemment qui évoquait 250 agressions physiques en moyenne sur les arbitres chaque saison. Agression physique, c'est déjà une limite qui est encore plus franchie parce que, comme tu dis, les agressions verbales, je pense que c'est beaucoup plus... c'est même innombrable parce que je pense que beaucoup d'arbitres sont sujet ou en tout cas victime de ce type d'agression, mais agression physique, on est au-delà d'une limite qui n'est pas tolérable au final. Voilà, là tout est l'enjeu pour la fédération, pour les ligues, pour les districts, d'éradiquer un peu ces comportements pour que les arbitres puissent évoluer dans un climat un peu plus sain. Donc il y a des mécanismes qui sont mis en place. Aujourd'hui, il y a des arbitres, certains districts qui testent par exemple l'arbitrage en amateur avec une GoPro sur chaque arbitre. Ah oui, ok. Voilà, pour limiter les comportements, parce qu'on voit que y a forcément un phénomène de comment dire, de dissuasion peut-être un peu pour les joueurs et pour les staffs et pour les spectateurs qui sont présents. Justement, tu parles d'assistance par vidéo. Aujourd'hui, dans le haut niveau, en Ligue 2, en Ligue 1, il y a la VAR. Est-ce que dans la Ligue 2, on a aussi... La Ligue 2, il n'y a pas encore la VAR. Il y a pas encore. C'est un sujet. Ouais. Mais avec tous les problèmes financiers qu'ont connus la Ligue dernièrement, pour l'instant, c'est repoussé. Ok. Voilà, donc on ne sait pas si la VAR arrivera en Ligue 2. Pour l'instant, elle n'y est pas. Il n'y a que sur la Ligue 1. Que sur la Ligue 1. Est-ce que ça peut être un outil aussi pour mieux gérer la tension d'un match en se disant j'ai la décision finale en tant qu'arbitre, mais je sais que s'il y a une erreur ou comme tu disais, si j'ai pas vu une action, si j'ai été caché par un joueur ou si simplement l'action était autre ailleurs, le fait de savoir qu'il y a cette assistance vidéo, est-ce que ça peut soulager l'arbitre dans ses décisions, mais aussi dans la gestion de la pression ? Alors, clairement, nous, sur l'arbitrage de haut niveau, c'est un plus. C'est une aide pour justement ces immanquables dont je parlais tout à l'heure. On a une espèce de filet de sécurité qui permet justement de rendre la justice sportive, parce que c'est pour ça qu'on est là au départ, et d'avoir la bonne décision in fine. C'est vrai que ça, dans les championnats professionnels, ça aide.
C'est pas déployable à grande échelle, bien sûr. On peut pas imaginer ça dans toutes les divisions. Mais c'est vrai que ça, pour nous, c'est une aide incommensurable. Concernant les dispositifs d'arbitre amateur qui a une GoPro sur lui, c'est vraiment pour dissuader les comportements violents ou répréhensibles. Ça ne sera pas du tout pour lui une aide liée à la prise de décision. Okay, voilà. oui. C'est vraiment pour le côté sécuritaire de l'arbitre et pour la sérénité du climat qui entoure le match. Oui. Voilà. Justement, tu parles de ces comportements répréhensibles ou agressifs. Est-ce que tu as déjà senti au cours d'un match que la tension dépassait le terrain ou même que ta posture était peut-être vulnérable ou en danger ? Ouais, c'est arrivé. Je me rappelle de matchs en niveau amateur. Donc là, j'étais au plus bas niveau régional. Donc j'étais déjà dans le niveau régional, mais j'étais au début. Je devais avoir 19 ans. Et je venais d'avoir une voiture. Je venais de m'acheter ma première voiture. Donc j'y tenais forcément beaucoup. Et sur un match, je ne sais plus à quelle occasion, un pénalty non sifflé, il me semble. Certains supporters ont commencé à dire ta polo, on va la brûler. Oh, okay. Et en fait, c'est vrai que j'étais pas préparé. En fait, tout est là dans l'enjeu mental. C'est que si on n'est pas préparé à quelque chose, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, faut que j'arrête le match. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment ils vont le faire ? Est-ce que ce sont des menaces ? Est-ce que je dois arrêter le match ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et voilà, ça fait partie des choses où je me suis dit comment je vais retrouver ma voiture. Donc on fait le tour de sa voiture à la fin du match en se disant est-ce que mes pneus ils sont crevés ? Est-ce que la voiture elle est rayée ? Ils m'ont vu arriver, donc ils vont me voir repartir. Donc ça fait partie de craintes qu'on ne devrait pas avoir en fait. Ça ne devrait pas exister. Oui. Un arbitre qui craint pour sa santé, pour le matériel qu'il a avec lui, ça ne devrait pas exister. Mais voilà, tout ça, au final, je le dis maintenant aujourd'hui, mais c'est vrai que ça forge aussi une carapace quoi, qui se durcit d'année en année. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que à mon échelle, j'ai une carapace suffisamment solide pour encaisser des chocs. Voilà, c'est moins le cas, on en reparlera, mais de l'entourage, parce que comme je disais tout à l'heure, nous on est préparés quand ça fait 21 ans. Je dis pas qu'on a tout vécu, mais on en a déjà vécu pas mal. Et du coup, ce genre de situations, même si elles sont très désagréables à l'instant T, in fine, elles nous servent dans le parcours. Oui. Comment tu crées cette carapace ? Quels outils peuvent t'aider à renforcer cette protection que tu te mets pour peut-être pas être touché ou mettre de la distance en fait avec ce que les gens peuvent dire ou ce qui peut se passer au cours d'un match ou même au-delà d'un match après la fin du match. Enfin, qu'est-ce qui t'a permis de développer cette carapace ? Alors au départ, on se pose même pas la question. C'est-à-dire que c'est vrai que j'arbitrais, les matchs se passaient et je me suis rendu compte après coup que c'est vraiment l'expérience. Le nombre de matchs, le nombre de situations vécues. Et là-dessus, il n'y a vraiment rien qui remplace l'expérience d'un arbitre. Les échanges aussi avec les collègues. Et c'est aussi pour ça que c'est très important d'accompagner les jeunes arbitres. Et je parlais tout à l'heure de grappe quand j'ai commencé l'arbitrage avec des copains. Et c'est vrai que pouvoir échanger après coup avec ses collègues qui sont devenus des amis très proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis très proche, il est issu de l'arbitrage. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, mais en fait, ils connaissent tous les enjeux de l'arbitrage. Et au départ, on a beaucoup échangé. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai continué. Parce qu'on partageait nos joies, nos doutes, nos peines parfois. Et c'est ça qui a fait aussi que j'ai continué, je pense, quand j'étais jeune et que j'avais pas forcément la vision de me dire tiens, demain tu pourras en faire ton métier en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir parce que tout le monde continuait. Voilà, on avait cette grappe de départ, on a continué, on a évolué ensemble et puis petit à petit on s'est pris au jeu. Certains sont montés au niveau fédéral, d'autres ont arrêté avant, mais en tout cas on a vraiment eu cette évolution commune
dans ce sport qui est complètement individuel en fait. Ouais, et puis ça comblait le sentiment de solitude que tu évoquais au début. Exactement. Rentrer chez soi, en parler à personne, juste se refaire peut-être le match dans sa tête plusieurs fois, chercher les failles, peut-être s'arrêter aussi sur ce qui n'a pas été positif. On parle de biais cognitifs en psychologie, mais c'est cette idée de biais de confirmation, de venir retenir que ce qui confirme l'idée que tu as fait un mauvais match, ou alors maximiser tout ce qui a pu être négatif dans ton match, que là, s'autoriser à en parler en équipe ou avec d'autres arbitres, c'est aussi peut-être défusionner de certaines croyances, trouver de la réassurance ou avoir un autre regard sur le match que tu as fait ou sur ta performance. Exactement. Ouais, le collectif prime, c'est important. Exactement. Et comme on était tous issus aussi du monde du foot au départ, on avait tous fait du foot, il y a aussi cet état d'esprit collectif. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu, on était une espèce d'équipe d'arbitres qui partait chacun sur son match et on débriefait avant, pendant, après, tiens, quel va être ton prochain match, voilà. Et on a commencé aussi à s'entraîner ensemble, à discuter ensemble et à se prendre vraiment au jeu. Voilà, on s'est pris au jeu, puis aujourd'hui je suis là à en parler et j'aurais jamais imaginé il y a une vingtaine d'années quand on a commencé que ça allait me mener ici, quoi. Que tu serais en Ligue 2, parfois en Ligue 1 en tant qu'arbitre. Exactement. Ouais, un beau parcours. Merci. Aujourd'hui, maintenant que tu es à ce niveau-là, à quoi ressemblent tes semaines? Parce que je l'ai vu pour caler cette date de podcast que tu étais bien pris, bien chargé et surtout que que c'est assez instable dans ton emploi du temps. Tu sais pas toujours à l'avance tes disponibilités. À quoi ressemblent tes semaines? Comment tu concilies vie pro, vie perso? Alors, c'est beaucoup d'organisation, mais pareil, ça s'apprend. Aujourd'hui, donc c'est vrai que j'ai la particularité d'avoir également une activité professionnelle. C'est pas le cas de tous les arbitres. Cela dit, je pourrais y revenir, mais moi, c'est important dans mon équilibre. Donc, je travaille, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine. Et ma semaine type, j'ai 3 enfants, donc une vie de famille aussi bien importante. Remplie. Et moi, je crois beaucoup à cet équilibre. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un match, je sais que mon triangle famille en un, vie professionnelle, vie arbitrale doit être équilibré. Si c'est pas équilibré, j'ai le sentiment que j'ai mal fait ma semaine. Donc tout est fait pour que ça soit bien équilibré. Donc une semaine type, pour revenir sur ta question, j'ai 2 jours et demi à peu près de présence au bureau. Et sur ma vie arbitrale, c'est un entraînement quotidien, quasiment, c'est 5 à 6 entraînements semaine plus match. Okay, ça voilà, fait donc beaucoup, ça c'est à caler dans l'agenda. Mais je me garde aussi du temps pour la famille. Donc le lundi est vraiment gardé pour le côté familial. Donc je m'entraîne le matin et après avoir déposé les enfants à l'école, je m'occupe des enfants le midi. L'après-midi, j'ai normalement soit un deuxième entraînement, soit une récup. Et je m'occupe également de récupérer les enfants le soir. Voilà. C'est vraiment ma journée enfant que j'ai pas nécessairement le week-end. Oui, parce qu'en fait, suivant les matchs, je peux être disponible qu'une partie du week-end. Voilà, donc ça c'est très important pour moi d'avoir aussi ces moments-là avec eux. Le mercredi aussi, je passe du temps avec eux. Mais le reste, je dois caler mes entraînements en fonction des disponibilités de chacun. Et j'essaye que ça impacte pas trop ma vie professionnelle et vie familiale. Voilà, tout est l'enjeu là de l'organisation, mais ça fonctionne bien, donc j'ai pris mon rythme de croisière et aujourd'hui voilà. T'as un bon équilibre, t'arrives à tout concilier. J'arrive à tout concilier sans trop faire de sacrifices. Exactement. Ouais. Voilà. En tout cas, je le vis pas comme des sacrifices. Voilà, je le sais. On est dans des régions où il fait pas nécessairement super beau à partir du mois d'octobre, mais je sais que dans ma semaine, je dois caler mes entraînements, je dois caler. Voilà, ça fait partie du quotidien en fait. Pour moi, c'est ma routine et ça fait partie des éléments impondérables dans la mise en place du match du week-end. Et ça permet aussi de me raccrocher quand je prépare mon match à des choses. Voilà. J'ai fait ma semaine type, tout est en place dans la préparation visible, la préparation invisible, sommeil, alimentation, etc. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que tout est aligné et que du coup, je peux aller à mon match sereinement. Sereinement. Ouais. Qu'est-ce que le grand public a tendance à ignorer, selon toi, de la préparation d'un arbitre de ton niveau ? Beaucoup de choses, je pense. Je voudrais pas penser à leur place, mais je suis pas certain que les gens imaginent qu'un arbitre s'entraîne quasi autant qu'un joueur. Moi, j'ai toujours eu cette persuasion-là de me dire, allez, en fonction du niveau où j'évolue, j'essaie d'avoir
la même condition physique que les gens après qui je cours après le week-end. Oui. Parce que il faut leur courir après. Oui. Donc il faut quand même avoir une condition physique minimale plus qu'acceptable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait nos tests physiques, si les joueurs, même de haut niveau, faisaient les tests physiques avec nous, ils se rendraient compte qu'on n'est pas ridicule. Il y a même certains arbitres, je pense, qui sont meilleurs que certains joueurs. Et voilà, ça c'est logique aussi. Mais le grand public ignore un peu ça. Toute la préparation liée au match, préparation vidéo, préparation physique, on analyse le match, on le prépare, on le décortique après. Voilà, je pense qu'il y a une partie du grand public qui doit ignorer ça et qui doit se dire tiens, l'arbitre il arrive avec son sac, il fait son match, il repart, et puis le lundi il doit avoir un autre travail, et puis le match il est dans un placard, et puis la semaine d'après il repart sur un autre match, quoi. Oui, alors qu'en fait, il y a un entraînement, une rigueur, une discipline à avoir, parce que tu le disais, surtout dans la région, il fait pas toujours beau, il fait même froid, il peut y avoir de la neige, mais il faut quand même que tu fasses tes entraînements. Est-ce que tu es accompagné, tu es tout seul? Qu'est-ce qui te permet, même les jours, pour être vulgaire, de flemme, tu y vas quand même, tu te motives, tu sors faire ton entraînement? Ouais, je suis suivi par un préparateur physique qui s'appelle Marc Malky, qui a une entreprise de coaching individuel. Donc lui, ça fait 6 ans que je travaille avec lui depuis que je suis monté au niveau national. C'est exactement pour ça que je l'ai pris. C'est-à-dire pour me contraindre à me dire, voilà, les jours où tu n'as pas envie, où tu as moins envie, parce que ça arrive, Oui. des fois les baskets, elles sont plus lourdes à mettre que certains jours. Oui. Quand on a quelqu'un derrière, on n'a plus le choix. Voilà. Et là, du coup, ça ne me laisse pas le choix. Ça me permet aussi de me décharger de toute l'organisation parce que lui commence à connaître ma semaine, mon organisation, quel match, quel déplacement j'ai, de pouvoir faire des semaines plus lourdes ou plus légères. Et c'est devenu, puisque c'est aussi le thème du podcast, c'est devenu aussi mon préparateur mental. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aspect mental dans la préparation avec lui est très importante. On se voit 2 fois par semaine en séance présentielle, j'ai envie de dire, donc là où il est là. Et puis, c'est lui aussi qui organise un peu mon schéma global de semaine. Pendant ces 3 heures de tête-à-tête, on a le temps de discuter. Et lui connaît exactement mon état d'esprit, ma fatigue et mon état d'esprit global avant d'entamer la séance. Et ça, c'est ultra important parce que c'est devenu plus que mon entraîneur, c'est devenu un confident, mais c'est devenu aussi un ami. Parce qu'en fait, passer 3 heures en tête-à-tête avec quelqu'un, aujourd'hui, je passe plus de temps en tête-à-tête avec lui à me confier qu'avec ma propre femme. Parce que forcément, 3 heures en tête-à-tête quand on a 3 enfants, il y en a ça pas devient beaucoup, assez rare. Voilà. Et lui, c'est toutes les semaines. Donc c'est vrai qu'il connaît exactement la température, ton état d'esprit. Mon état d'esprit, voilà, exactement. Et il te rebooste quand il y a besoin. Exactement. Aujourd'hui, il sait un peu de quoi j'ai besoin à l'instant T. Et lui va appliquer ça en fonction. Et ça, aujourd'hui, c'est un élément très important dans mon organisation globale. Ouais. Tu disais tout à l'heure que la condition physique, elle était extrêmement importante pour suivre les joueurs du haut niveau. Il faut être endurant, il faut être rapide, mais il faut surtout et aussi être lucide, parce que être arbitre, c'est prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. Ça peut être aussi sur des matchs de fin de saison où tout se joue sur le dernier match. Comment tu gères cette lucidité, cette concentration pendant 90 minutes au minimum avec des spectateurs autour de toi, avec, comme tu le disais, peut-être des joueurs qui des fois contestent. Moi, je me demande comment on reste concentré avec l'effort physique, la fatigue musculaire, tout ce qui est en jeu dans ton match. Quels sont tes outils ou tes rituels ou tout ce qui te permet de te préparer? C'est vrai que le grand public, par exemple, ignore complètement ça. Je pense qu'un arbitre, ça prend à peu près 250 décisions dans un match. Ouais, c'est énorme. 250, il y a des décisions qui sont faciles. Touche, pas touche, à qui revient la touche, ça reste des décisions faciles. Il y a aussi des décisions difficiles. Il y a certains matchs où il y en a moins, il y a certains matchs où il n'y en a pas, mais effectivement, il y a des décisions difficiles et il y a parfois ces décisions difficiles qui arrivent en toute fin de match. Quand justement le corps est moins lucide, la tête est moins lucide. Alors moi, comment je fais personnellement pour me préparer? Je me mets vraiment dans une bulle de concentration. Une bulle qui me rend hermétique au bruit, à l'environnement,
aux lumières, au comportement des autres, pour essayer vraiment d'être focus. Et ça demande même des fois mentalement un réaxage, parfois même en plein milieu du match, parce que 90 minutes ou plus de concentration, c'est hyper long. Oui, c'est super long. C'est hyper long, surtout quand on court. Et c'est vrai que parfois, mentalement, je me dis, tiens, t'es en train de t'échapper là. Reconcentre-toi. Et c'est vrai que c'est un travail qui est, je vais pas dire de chaque seconde, mais effectivement, prendre une décision et puis rebasculer tout de suite sur la décision d'après, que celle qui a été prise avant soit bonne ou mauvaise. Ça demande beaucoup de résilience. Et ça se travaille aussi. Et c'est vrai que faut vraiment être dans une bulle de concentration et être complètement hermétique, à la fois l'environnement et à la fois ce qu'on a fait avant, pour pas être impacté par la prochaine décision. Je disais tout à l'heure, quel est ton prochain problème ? Il faut pas être pollué par la décision qu'on a prise auparavant, parce que sinon, je pense qu'on aura du mal à aller au bout de notre match. Mais c'est ça qui paraît difficile, c'est cette diffusion de tout le flux de pensée qui peut arriver à tout moment. Une petite phrase que tu as entendue sur la touche quand tu as pris la décision précédente, ou peut-être aussi le questionnement de mais est-ce que là c'était ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, enfin, rester concentré, en fait c'est de la pleine conscience, c'est rester dans le moment présent et défusionner de toutes les pensées qui peuvent venir te parasiter, défusionner de tous les stimuli extérieurs qui peuvent aussi venir happer ton attention. Tu disais tout à l'heure les supporters, mais les supporters peuvent être agressifs, violents, peuvent huer, peuvent insulter, enfin, en fait c'est vraiment être sur une tâche à la fois et ne pas t'égarer autour, mais ne pas non plus t'égarer dans ton propre flot de pensée qui peut t'amener dans plein de choses en fait. Hein. Exactement. Enfin, ouais, non, mais exactement, c'est très bien résumé. Et c'est pour ça que j'essaye toujours de me reconcentrer sur la tâche actuelle et d'aller tâche par tâche, quoi. Oui. Et d'essayer d'avancer comme ça dans le match, de construire l'histoire d'un match, parce qu'il y a une histoire dans un match, et vraiment d'être complètement hermétique à tout le reste. Et c'est vrai que ça demande de la concentration. Et ça aussi, ça s'apprend. La concentration, elle s'apprend, elle se travaille. Mais effectivement, ça demande un peu d'expérience pour être hermétique aux décisions qu'on a prises auparavant, pour pas être pollué par ce qu'on va faire après. Ouais, tu disais que tu travaillais cette concentration. Est-ce qu'au-delà de la préparation mentale, tu t'obliges des exercices, des rituels pour justement la développer ou l'entretenir, cette concentration ? C'est surtout pour moi un rituel d'avant-match. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à un moment donné, et je pense que ceux qui arbitrent avec moi le voient, où je bascule vraiment dans cette concentration. Et que jusqu'à 15 minutes avant le coup d'envoi, j'arrive à rester moi-même, on va dire. Et puis en fait, après, on rentre dans un rôle, on enfile un costume. Je ne suis pas sur le terrain comme je suis dans la vie, même si bien sûr il y a un peu de ma personnalité qui va transpirer dans ce que je réalise, mais on enfile un costume de scène. Et aujourd'hui, on est là pour manager un spectacle, prendre les bonnes décisions, mais effectivement, il faut réussir à faire la bascule mentale, de passer à Antoine papa et chef d'entreprise à Antoine arbitre. Alors, il y a des liens entre les deux. Et ça, je pense que c'est ultra intéressant d'en parler après, parce que si j'avais pas été arbitre de haut niveau, il y a quand même plein de choses dans l'arbitrage qui m'auraient aidé dans la vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle. Et il y a aussi aujourd'hui des choses que je vis dans l'arbitrage qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Et voilà, ces deux liens, à la fois vie professionnelle, vie arbitrale et l'inverse, se confondent en fait dans ma vie de tous les jours, et ça m'aide, les deux activités m'aident à progresser. Ouais. Tu parlais de tes rituels, qu'est-ce qui peut justement entrer dans cette préparation au match et dans cette bulle de concentration? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu n'es pas obligé de tout citer, mais non, mais pour nous donner quelques exemples. Je dévoilerai pas tout. Pas tous tes secrets. Non, je dévoilerai pas tous les secrets. Mais pour pas qu'on te sabote aussi, non, en vrai. Exactement. Mais tu sais, je suis tellement toqué que s'il y a un truc qui se fait pas, je vais dire, j'aurais pas dû aller à ce podcast. Oh non, mince. On va porter la pote. Non, plus sérieusement, en fait, on a tous nos tocs de préparation, et c'est vrai que moi, il faut que mes affaires elles soient préparées à un endroit précis. J'ai une musique
aussi. Ça m'aide beaucoup parce que je crois beaucoup à l'imagerie mentale et du coup, rentrer dans un lieu, alors même si les vestiaires aujourd'hui, on va souvent dans les mêmes endroits, on les connaît, cette musique, c'est tout le temps la même. Et ça me permet de rentrer vraiment dans cette concentration-là. C'est notamment par ça que j'arrive à rentrer dans cette concentration, par de l'imagerie mentale sur le match et par la musique. Oui, Voilà. justement, je te posais cette question parce que dans la prépa mentale des sportifs de haut niveau, quels qu'ils soient, on passe souvent par la visualisation. Cette bulle de concentration, c'est quelque chose qui revient aussi très très fréquemment parce que c'est justement entrer dans son rôle, entrer dans son match, entrer dans sa course, essayer de faire abstraction de tous les stimuli qui pourraient venir parasiter notre performance. Mais il y a aussi donner une petite notion de contrôle dans un environnement que parfois on ne contrôle pas du tout, par la mise en place de rituels, de routines qui permettent justement de se donner une illusion de contrôle. Mais là où c'est intéressant ce que tu évoques, c'est que je le vois souvent, même quand je peux accompagner des sportifs, la frontière est très fine entre le rituel de préparation et le TOC, où finalement dès que le joueur se dit, le joueur ou le sportif, si je le fais pas, ça va mal se passer. Si j'ai fait un mauvais match, c'est parce que mon TOC a été saboté. Exactement. Enfin, mon rituel. Et là, du coup, on entre presque un peu dans l'anxiété aussi, finalement. Tout à fait. Ouais. La frontière est très très proche. Ouais. Je sais pas si ça concerne tous les arbitres, mais c'est vrai que je le vois aussi quand j'observe les collègues, que tout le monde a ses petits rituels d'avant-match. Et entre le rituel et le TOC, effectivement, la frontière est fine. Et je le conçois parfaitement. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de rentrer dans ces rituels d'avant-match pour me rassurer. C'est une manière de se rassurer parce que on arrive sur un match où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'ai beau avoir fait 21 ans d'arbitrage, il n'y a pas un match qui se ressemble. Il n'y a pas un match qui se ressemble. Donc ça te donne l'illusion de contrôle. De maîtriser, ouais. Voilà. De dire ça y est, je suis en maîtrise. Et puis c'est du conditionnement aussi, tu sais. Enfin, je sais qu'on en parlait avec Caroline Colombo dans le podcast précédent, mais qui disait j'entre sur le pas de tir, je sais ce que je dois faire pour me mettre dans la condition du tir. Dans le sport de haut niveau, quel qu'il soit, quelle que soit la performance ou l'exigence physique ou mentale qui est demandée, exigée, on va vraiment avoir cette phase à un moment donné de concentration dans lequel on sait qu'à partir du moment où je vois telle chose ou où je fais tel geste, c'est que j'entre dans ma performance. Et finalement, tes rituels te servent à ça aussi. Exactement. À temporaliser Exactement. le moment où ça y est, tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi pour te concentrer sur les joueurs, le match. Tout à fait. les À conditionner le cerveau. Ouais. Voilà, je me dis en tout cas, à tort ou à raison, de me dire voilà, ça y est, là, t'informes ton cerveau que tu vas rentrer dans ta bulle de concentration. Et le fait de répéter ces rituels-là, je pense, comme un échauffement, quand on fait un échauffement physique, où on informe les muscles qu'on va rentrer en activité, là j'informe mon cerveau que pendant 90 minutes et plus, je vais lui demander beaucoup de concentration. Ouais. Voilà. Dans ce match de 90 minutes ou plus, il y a des décisions à prendre, mais il y a aussi des joueurs à gérer. Comment ça exige beaucoup d'affirmation de soi, beaucoup de confiance aussi en ses décisions, en ses paroles. Comment tu travailles, comment tu gères cette estime de soi, cette confiance ? C'est vrai que l'arbitrage, ça demande et à la fois ça développe la confiance en soi. Ça, c'est super intéressant parce que quand j'ai commencé à 14 ans, la confiance en soi, forcément, elle est limitée. Mais par contre, quand on fait un retour sur soi-même, et ça marche à tout niveau, quand on a terminé, on a managé toute une équipe. Ses assistants quand on a des arbitres assistants, les joueurs, les capitaines, les entraîneurs, on est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de confiance en soi, mais ça la développe aussi, je pense, à vitesse grand V. C'est pour ça que c'est un parcours, je pense, ultra intéressant pour la vie de tous les jours. Et là, aujourd'hui, dans le management des joueurs, moi, j'aime bien créer un climat de confiance avec les joueurs. C'est-à-dire que j'aime bien leur faire passer le message que moi, je suis là pour réaliser ma performance. Je ne suis pas là pour les embêter. Je suis là pour être garant à la fois des lois du jeu, les protéger aussi, parce que c'est aussi une de nos missions. Éviter les fautes graves. Exactement. Voilà, donc c'est pas pour les embêter. C'est pour être complice du jeu. Tu disais tout à l'heure, l'arbitre, on ne doit pas le voir.
c'est pas exactement ça, mais je te rejoins. C'est-à-dire que généralement, quand on ne se souvient pas de l'arbitre, ça peut être un critère d'un match qui s'est plutôt bien passé. C'est vrai, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il doit être invisible. Parce que parfois, sur les grandes décisions, on attend que l'arbitre se montre et prenne la bonne décision. Mais tout est là l'enjeu, je pense, d'un arbitre, c'est d'être à la fois complice du jeu, c'est-à-dire d'être plus ou moins invisible pendant peut-être 90 ou 95% du temps et d'être complice du jeu. Et par contre, dans les grands moments, d'être là, le garant des lois et protéger l'intégrité physique de tous les joueurs. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien réussir à faire passer ce message aux joueurs que je ne suis pas là pour vous embêter. Je suis pas là pour vous embêter. Je suis là pour faire ma performance, pour réaliser mon match. Et si ça doit passer par, oui, effectivement, siffler des fautes contre vous, ok, mais je viens pas là pour vous embêter. Et en fait, on développe aussi, parce qu'on croise forcément, les joueurs, on les croise et on les recroise, une confiance mutuelle. Et ça, c'est très intéressant quand on commence à avoir de l'expérience, parce qu'en fait, on voit dans le regard des joueurs qu'ils ont confiance. Oui. Peut-être qu'ils sont contents aussi d'être arbitrés par tel ou tel arbitre, parce qu'ils savent qu'il y aura de la compréhension, de l'écoute et de la bienveillance aussi. Exactement. Et pour autant, un bon arbitre prend pas que des bonnes décisions. Oui. Ça n'existe pas. Donc, un bon arbitre, par contre, je pense, c'est celui qui arrive à vendre sa décision. Voilà. Okay. Parce qu'à un moment peu de la manipulation. Ouais. En tout cas, il faut faire accepter sa décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et des fois, ça peut passer par sur les décisions. On parlait tout à l'heure des décisions mineures. Hein. Forcément, sur des grosses décisions, on n'arrivera pas à vendre la mauvaise décision. Mais sur des décisions mineures, voilà, arriver avec des joueurs qui peuvent être plus impactants dans leur équipe à dire ouais, tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. Ok. Voilà. Tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. Désolé. Hein. De faire preuve d'humilité, finalement. Voilà, exactement. Okay. Mais quand on sait que ça n'a pas eu d'impact, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire à l'instant T parce que quand on va siffler un coup franc et quand on sent une fois qu'on l'a sifflé que bon, c'est peut-être pas la décision de l'année, on attend quand même le résultat de ce qui va se passer. Et puis si par chance, parce qu'il en faut dans l'arbitrage, le ballon finit à côté et que là on a l'occasion de passer à côté du fautif en disant désolé, je me suis peut-être trompé, il n'y avait peut-être pas faute, ou il n'y avait pas grand-chose, voilà. Et avec des mots, et là en fait on va complètement inverser la psychologie de celui qui est en face de nous, parce qu'il s'y attend pas du tout. Et de la contestation, on va passer à ah ouais, c'est pas grave. En fait, les mots qu'ils vont avoir, c'est tout de suite ah ouais, en fait, je suis humain. Ouais, je suis humain et je me suis peut-être trompé. Et je suis content que ça n'ait pas eu de conséquences si je me suis trompé. Parce qu'en fait, l'arbitre, il est aussi là pour, encore une fois, pour réaliser son match. Et quand il y a une erreur, c'est lui le plus triste. Mais oui. Voilà, donc dans ce management-là, mais voilà, il y a des outils comme ça qu'on peut développer petit à petit qui nous aident à mener à bien notre cheminement de match. Mais ça donne l'impression dans ce que tu décris que l'importance aussi d'être dans le fait d'être un bon arbitre, c'est d'être bienveillant et de rester humain. J'ai l'impression d'un regard extérieur que l'arbitrage ou l'arbitre en tout cas va souvent être perçu comme celui qui sanctionne. En réalité, c'est un peu le rôle punitif. L'arbitre, il va dire là il y a faute, là il y a touche, là il y a telle chose et on va pas forcément considérer qu'il puisse avoir ce côté bienveillant, à l'écoute des joueurs, d'essayer de comprendre en quoi les joueurs peuvent contester une décision et peut-être aussi d'accepter ces failles, ces erreurs, parce que comme tu dis, on peut pas toujours avoir l'œil partout et prendre les bonnes décisions. En plus, il faut les prendre rapidement, ces décisions. Donc très vite se positionner avec fermeté. Donc je pense que le fait aussi que tu puisses des fois revenir sur certaines choses, ça humanise la relation et ça enlève un peu ce masque punitif, autoritaire de l'arbitre qui est souvent posé de manière inconsciente par la majeure partie des gens qui regardent le foot d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est vrai que souvent on a cette vision-là de l'arbitre et c'est aussi pour ça que je suis très content que la fédération ouvre un peu les portes de tout ce qui se passe derrière l'arbitrage. C'est aussi pour ça que je suis très content de participer à ce genre de podcast parce que ça lève un peu le voile sur finalement un arbitre au départ, c'est un fan de foot. Mais oui. C'est un fan de foot qui est au milieu du terrain pour faire appliquer les règles, mais il y a une partie, il y a un socle commun
et on l'oublie souvent. On l'oublie, mais il y a un socle commun entre les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. C'est la passion du foot en fait. Et je pense que c'est intéressant justement de voir tous ces reportages en inside sur l'arbitrage, sur les arbitres, sur comment ils vivent leur passion, sur comment ils préparent tout ça, parce qu'on va se rendre compte, et le grand public va se rendre compte que les arbitres, ils sont sympas. Mais oui. Voilà, ils sont sympas. C'est pas des tyrans. Ils gagnent à être connus. Et là, je voudrais pas parler au nom de tout le monde, mais franchement... j'ai vraiment la prétention de croire que tout le monde vit sa passion un peu comme je le vis, c'est-à-dire fan de foot, en arrivant sur le terrain, en voulant réaliser sa performance sans embêter tout le monde, entre guillemets, quoi. Oui, et se rappeler aussi que derrière chaque arbitre, il y a un humain, une femme, un homme ou autre, mais que cet humain, il a une vie au-delà du foot. Comme tu dis, il vient, il fait une performance, mais ensuite sa vie s'arrête pas à cette performance-là. Là où des fois les supporters vont contester pendant une semaine, oui, ce match de nul, c'était un mauvais arbitre. En fait, toi, tu vas reprendre ta vie dès le lendemain. Et tu disais tout à l'heure que ça pouvait parfois t'impacter davantage lorsque cette activité d'arbitrage entre en corrélation, impacte ta vie perso, ta vie familiale. Est-ce que c'est déjà arrivé justement que tes enfants, ta femme ou même tes parents, tes proches soient impactés négativement par ton activité ? Alors par chance, moi j'ai pas reçu de menaces, ou j'ai pas reçu... Je reçois des messages sur les réseaux sociaux, voilà, parce qu'il y a des supporters pas contents, voilà, qui gèrent mal leurs émotions. Exactement, donc qui cherchent. Donc quand on cherche sur les réseaux, on me trouve, voilà, même si mes réseaux ils sont pas publics, mais voilà, on peut me trouver. Donc je reçois des messages. En fait, moi, ma stratégie, c'est de masquer tout ça. Donc, en fait, je les vois même pas. Mais c'est vrai que demain, j'ai des enfants qui commencent à grandir. C'est comment ils vont vivre ça. Si le lundi à l'école, hier j'ai vu le match, ton papa, pourquoi il a sifflé ça, pourquoi il a pas sifflé ça. Parce que aujourd'hui, je suis en Ligue 2, c'est moins médiatisé. Il y a quand même des matchs qui restent médiatisés. Si jamais j'ai le bonheur de monter en Ligue 1, il y a une autre médiatisation encore à gérer. Et c'est vrai que je sais que c'est plus difficile à vivre pour mon père qui regarde tous les matchs. Si le commentateur il commence à chahuter un peu ce que fait l'arbitre, je sais que ça, c'est moins bien vécu. J'en ai jamais discuté vraiment profondément avec mon papa, mais je sais qu'il y a une forme de stress quand il regarde les matchs, quoi. Il y a une forme de stress. Une appréhension que moi-même, je n'ai pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est tout cet environnement-là qui est peut-être plus difficile à gérer. Parce que la carapace que j'ai pu me forger pendant cette vingtaine d'années, eux, ils ne l'ont pas. Oui. Et ils ne sont pas forcément préparés à ça. Et c'est vrai que les menaces, intimidations sur arbitre, à leur domicile, sur leur réseau, etc., pour les arbitres professionnels, ça arrive. Mais oui. Ça arrive. Donc, moi, j'ai pas été encore touché. Mais voilà, on sait que ça fait partie des risques de la profession. Et on n'est pas préparé. Et c'est ce que tu disais, ça arrive, on sait que c'est un risque, mais ça ne devrait pas l'être. Enfin, je profite un peu de ce podcast pour rappeler que toute forme de violence, quelle qu'elle soit, n'est pas acceptable en fait. On peut être frustré, on peut être déçu. Un match peut-être qui effectivement s'est joué sur un penalty qui est un peu litigieux. Ok, mais la violence, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les tribunes, en dehors des tribunes, contre l'arbitre, contre les joueurs, contre les autres supporters, ne devrait pas être présente, ne devrait pas exister et à sanctionner en fait. Et c'est Exactement. vrai que dans le monde du sport, mais je trouve particulièrement dans le monde du foot, il y a vraiment quand même cette tendance à la violence, même inter-supporter aussi, qui est dangereuse et qui crée des dommages aussi, comme tu dis, sur des humains, en fait, sur des gens qui, au-delà du foot, ont une vie personnelle, une vie privée, une vie familiale, et ça devrait pas exister. Comme tu dis, ton père qui regarde un match et qui peut se dire « Oh là là, mais c'est mon fils, enfin c'est de mon fils qu'on parle comme ça peut être violent pour lui aussi. » Et c'est pareil quand on est dans le stade, parce que de temps en temps, il vient. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt à emmener mes enfants
Sur me des voir matchs arbitrer que tu arbitres, dans ok. un stade. Pour Ouais. l'instant, je préfère pas. Mm. Je préfère pas parce que on le sait, on peut être chahuté. Mm. On peut être chahuté et eux, ils comprendraient pas. Mais Eux, pour l'instant, ouais. voilà, ils comprendraient pas. Donc, c'est pas, à la limite, c'est pas normal, hein, parce que j'aimerais bien leur faire profiter de ça aussi, d'aller dans les stades, de voir, etc. Mais pour l'instant, je préfère les protéger de cet aspect-là, parce que, effectivement, aujourd'hui, on ne fait pas la différence, en tant que supporter, j'entends hein, parfois, entre l'arbitre, qui effectivement, peut-être, parfois, n'a pas pris la bonne décision, ok, et l'homme ou la femme qui se cache derrière. Et faut pas tout mélanger. Il y a des fois des frontières à pas franchir. Et la contestation ou la demande d'explication en tant qu'arbitre, ça peut s'expliquer. Et nous, en plus, en tant qu'arbitre, on est ouvert à la discussion après match. C'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs, sur pourquoi j'ai pris telle décision, pourquoi j'ai pas pris telle décision. Par contre, voilà, faut que ça reste cantonné au rôle d'arbitre. Et dès que ça attaque l'homme ou la femme, là, il y a une frontière qui ne doit pas être franchie. Oui. Là, on parle de l'impact négatif que ça peut avoir sur ton environnement, ton entourage. Mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi beaucoup de choses positives, que tu avais permis de développer l'arbitrage en tant que papa, en tant qu'homme dans la vie de tous les jours. Et inversement, est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Alors voilà, c'est vrai que je vais reprendre une phrase de Michel Vautreau. Alors Michel Vautreau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un des meilleurs arbitres du monde. Il a été nommé plusieurs fois meilleur arbitre français. Il a fait une demi-finale de Coupe du Monde, finale d'Euro, finale de Ligue des Champions. Enfin voilà, il arbitre plus bien sûr. Il va fêter ses 80 ans au mois d'octobre et il est originaire de la région. Okay. Donc je vais me permettre de le citer parce que lui, il commençait toujours ses interventions en disant l'arbitrage c'est l'école de la vie. Et c'est vrai que je vais lui emprunter cette citation-là parce que on apprend énormément de choses. On apprend énormément de choses, qu'on arrive au niveau professionnel ou pas. Si, je ne peux qu'encourager le fait de prendre le sifflet et de tester. Pourquoi ? Parce que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on va développer la confiance en soi, on va développer la prise de décision rapide, on va développer ses capacités physiques, on devient, si on ne l'était pas, un sportif. Et toutes ces compétences-là, on va pouvoir les mettre en relief dans notre vie professionnelle. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai fait mes premiers entretiens en école de commerce, c'est vrai que quand on a 99 candidats, qu'on fait du foot et que le 100e, il est arbitre et il manage une équipe tous les week-ends, il y a une histoire à raconter. Il y a une facette d'une personnalité qui me semble être qui a peut-être un petit peu plus de relief qu'un joueur de foot simple, entre guillemets, sans être péjoratif. Hein, mais voilà, en tout cas, on a une histoire à raconter. Et puis, dans la vie perso, moi, je dis toujours, j'ai l'habitude de manager 22 joueurs. Alors, ce que je fais sur le terrain ne s'applique pas à mes enfants. Il n'y a pas de carton chez toi non, ou alors ça ne marche pas. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on apprend dans le management, dans la confiance en soi, dans la préparation mentale, toutes ces choses-là que j'ai acquis au fil des années, même sur la préparation invisible, le sommeil, l'alimentation et tout, ça me sert aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai que tout ça se nourrit. Ce que j'ai appris aussi sur mon métier peut nourrir l'arbitrage et tout ça, c'est ultra intéressant. Ouais. Ça a été positif pour te déployer aussi dans plusieurs domaines de ta vie, outre l'arbitrage. Exactement, ouais. Je m'en sers au quotidien. Et puis après, forcément, ça amène aussi des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Parce que, je le disais tout à l'heure, quand je rentre, j'ai encore les yeux d'un petit enfant qui rentre sur le terrain et qui fait sa passion tous les week-ends. Ouais, tu te lasses pas de ça, d'aller tous les week-ends sur un terrain, d'arbitrer. Il y a toujours le même plaisir, la même envie. Ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que moi, j'ai 36 ans. Faut avoir en tête pour le grand public qu'une carrière d'arbitre, ça dure. La moyenne, c'est jusqu'à 45 ans, on va dire, à peu près. Il faut réussir les tests physiques
qui sont engageants. Et allez, la moyenne d'arrêt, elle se situe à peu près là. Moi, je me suis toujours dit, le jour où le sac est lourd, je le prends plus. Voilà, j'ai aussi d'autres choses qui peuvent me permettre de continuer à exercer une autre activité professionnelle. Donc, je me suis toujours dit, le jour où, quand je pars, je me pose la question de est-ce que je dois y aller, c'est que c'est déjà le moment d'arrêter. Donc, pour l'instant, ça ne me touche pas du tout. Je suis content d'enchaîner les matchs, les déplacements, même s'il y a forcément il y a un phénomène des fois de fatigue, mais c'est plus de la fatigue que de la lassitude. Voilà, et ça s'évapore rapidement quand le match il est fait, etc. Quand tout s'est bien passé, la récup est plus simple. Le positif prend le dessus. Ouais, exactement. On parlait tout à l'heure d'imprévu, d'équilibre vie de famille, vie pro. L'arbitrage, ça demande aussi beaucoup de flexibilité. Est-ce que tu penses qu'une personnalité un peu rigide de base, par exemple être anxieux, avoir besoin de tout contrôler, pourrait être arbitre ? C'est une bonne question. En tout cas, il va forcément falloir qu'il travaille un petit peu sa capacité d'adaptation. Ouais. Parce que pour moi, la première qualité d'un arbitre, c'est de s'adapter à toute situation. S'adapter à toute situation à l'intérieur du match, mais aussi à qui je m'adresse, les différents acteurs du match. Et ça marche dès qu'on commence, puisque on va pouvoir s'adresser quand on a 14 ans, à un jeune qui va avoir 12-13 ans, qui joue également au foot, donc à peu près le même âge. Mais on va devoir aussi s'adresser à l'entraîneur, qui lui parfois est un retraité qui s'occupe des jeunes de son village, voilà, et il faut s'adapter sans cesse, adapter son langage, adapter sa posture, adapter son comportement, parce que forcément on ne s'adresse pas de la même manière à un jeune de 13 ans qu'à un retraité qui peut avoir plus de 60 ans, et donc il faut sans arrêt s'adapter pendant le match, avant le match, après match, comment je vais me déplacer. Donc quand on a 14 ans, il y a des parents qui peuvent aider. Mais voilà, aujourd'hui, c'est cette capacité d'adaptation permanente qui est sans cesse mise en avant. Oui, et l'adaptabilité aussi des jours de match, là, à ton niveau, tu peux être arbitre central, tu peux être quatrième arbitre, et il me semble que les plannings, vous les connaissez pas beaucoup à l'avance, c'est 10 jours à peu près, tu me disais, à l'avance, donc ça demande aussi de s'adapter. Comment tu gères cette adaptation dans ton quotidien avec la vie de famille pour garder l'équilibre dont tu parlais au début de ce podcast, qui est important pour toi, pour te sentir bien, être performant, mais aussi est-ce qu'à certains moments cette carrière dans l'arbitrage de haut niveau impacte ou te prive de certains moments plus perso avec tes enfants, avec ta femme ou le reste de ta famille? Ouais, c'est intéressant parce que c'est sûr que ça me prive de moments. Je peux pas dire le contraire. Ça serait être dans le déni par rapport à une situation. Exemple concret, aujourd'hui, là, on va avoir nos matchs pour dans 10 jours. Et c'est vrai que dès que ça arrive, moi, je mets en place toute l'organisation autour, le déplacement, l'hôtel, etc., pour pouvoir aussi communiquer mes heures de départ, heures de retour à ma compagne, pour qu'on puisse organiser un peu tout le quotidien qui va autour. Et c'est vrai que pour elle aussi, ça demande beaucoup d'adaptabilité, alors qu'elle ne l'a pas forcément demandé au départ, même si ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc elle a vu aussi cette évolution, mais c'est un vrai socle pour moi. C'est vrai que cette organisation-là, elle est ultra importante. Et concrètement, est-ce que je rate certains événements ? Bah oui, samedi, c'est l'anniversaire de mon fils. Moi, je serai sur les terrains. J'aurai une pensée pour ça, c'est sûr. Mais tout a été fait pour que dès dimanche, quand je rentre, on fasse l'anniversaire. Et pour que lui se dise pas « Ah, mon papa n'était pas là ». Non, on a juste réorganisé pour que ton anniversaire, c'était samedi et on le fera dimanche tous ensemble. Et voilà, eux aussi sont habitués en fait à ça. Ils savent que papa il part de dodo et puis quand il revient il est là, et puis ça me permet aussi de faire autre chose et certainement des choses que j'aurais pas pu faire si j'avais un travail classique entre guillemets dans l'organisation de mon emploi du temps. Voilà. Et t'as l'impression parfois que ça pèse plus sur tes proches que sur toi, ou vraiment l'équilibre il est commun et tout le monde semble s'en sortir plus sereinement? Alors, il y a des moments forcément où c'est plus compliqué que d'autres, quand je pars, parce que
on part 2 jours sur un match, mais parfois on part 1 semaine en stage. Oui, ok. Voilà, donc une semaine pour gérer toute la maison, des fois c'est compliqué. C'est plus moi en fait qui me sens coupable. C'était un peu Voilà, la question cachée. Ouais, c'est plus un sentiment de culpabilité parce qu'en fait, ma compagne, elle s'en sort très bien. Je ne vais pas dire qu'elle n'a pas besoin de moi, c'est pas ça, mais elle gère le quotidien parfaitement. Forcément, quand on est les deux, c'est plus facile, mais elle a aussi cette habitude-là de gérer toute seule. C'est juste que quand on part 1 semaine, on part un peu avec sa culpabilité. Et ça, même les années, elles peuvent passer. On sait que, ouais, on va laisser pendant 1 semaine sa femme et ses enfants sans nous, quoi. Et ça, c'est vrai que il y a des fois, c'est plus dur que d'autres, ouais, forcément. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'en parler parce que dans le sport de haut niveau, de l'arbitrage aux joueurs de foot, à l'athlète d'un autre sport, il y a quand même cette notion de déplacement qui est systématique. On voit dans certains sports où, je parle de biathlon parce que j'ai eu la chance de faire un podcast avec Caroline Colombo à ce sujet, mais au biathlon, ils partent aussi souvent à la semaine sur toute la saison de compétition, de championnat. Il y a d'autres sports où ils jouent tous les 3 jours. Enfin, dans le foot, en l'occurrence, c'est le cas aussi. Donc, ça demande quand même beaucoup de flexibilité dont on parlait tout à l'heure, mais aussi une bonne communication intrafamiliale, de pouvoir s'organiser aussi correctement pour que tout le monde puisse se sentir en équilibre, notamment le sportif ou toi, en l'occurrence, l'arbitre, exactement. pour pas se sentir lésé d'un côté comme de l'autre non plus. Est-ce qu'il y a des outils qui t'ont aidé particulièrement pour ça, pour communiquer, t'organiser et mieux gérer peut-être cette culpabilité ou même la frustration, comme tu disais, de ne pas être là pour l'anniversaire de ton fils, ou à l'inverse, d'être là à des moments où eux sont à l'école aussi, parce que tu disais le lundi, tu es là, mais ça remplace pas le dimanche où tout le monde est à la maison. Tout à fait. Qu'est-ce qui pouvait t'aider particulièrement au début de ta carrière? C'est vrai que je disais tout à l'heure, on part avec ce sentiment de culpabilité. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir une compagne qui me fait pas du tout sentir cette culpabilité. Parce que je pense que ça peut être, à un moment donné, un des critères qui peut faire que le sac il devient tellement lourd qu'on n'a plus envie d'y aller. Parce que si en plus de cette culpabilité qu'on se met à tort ou à raison, on a la culpabilité qui se fait sentir extérieure par les enfants ou par notre compagne, ça peut être, je pense, difficile à gérer. Et moi, en fait, je leur ai tout expliqué. Voilà, les enfants, ils savent que c'est mon métier, c'est ce que je fais. Ils savent aussi que ça amène aussi des choses auxquelles on n'aurait pas accès si j'étais pas arbitre. Le fait alors eux, ils se rendent pas compte, mais d'allumer la télé et de me voir, quand on met ces rituels en place pour que les enfants, je suis à tel endroit, à tel moment, suivant les heures, ils ont le droit de regarder un petit peu. Et pour eux, c'est aussi un rituel. Voilà, papa, il n'est pas là, mais il est un peu là quand même. Ouais, il est dans le salon, quoi. Exactement, il est dans le salon. Et ça, c'est important. Et pour l'organisation avec ma compagne, c'est dès que j'ai les dates et les heures de départ, d'arrivée, qu'on puisse tout de suite tout organiser. Parce que les week-ends, il y a les activités pour les enfants. Il y a un anniversaire ce week-end. Est-ce qu'on invite les gens le vendredi, le samedi, le dimanche Quand est-ce que tu arbitres? Et en fait, j'ai remarqué que tout mon environnement, c'est forcément un peu adapté à ça, quoi. C'est-à-dire que dans un cadre de vie classique, quand mon fils est né le 4 octobre, on fête son anniversaire le 4 octobre si c'est un samedi. A priori, il n'y a pas de contre-indication à le faire le dimanche. Enfin, il n'y a pas d'obligation à le faire le dimanche, qui est le 5 octobre, alors qu'il est né le 4. Moi, voilà, tout le monde va venir dimanche. Et en fait, personne ne se pose la question de se dire pourquoi on ne fait pas samedi. Ils savent qu'en fonction des matchs, ils savent que c'est 10 jours avant qu'ils vont apprendre est-ce qu'on va faire le vendredi, le samedi, le dimanche. Et j'ai de la chance parce que tout le monde est très compréhensif par rapport à ça. Oui. Si aujourd'hui tu pouvais donner des conseils ou des recommandations à un jeune arbitre qui soit débute dans l'activité, soit se questionne et peut-être a envie d'essayer, qu'est-ce que tu lui dirais? Tente ta chance, prends le sifflet, essaye. Et tu vas trouver une activité qui va te plaire.
Moi, j'en suis persuadé. Parce que même les footeux avec qui je discute, qui sont des fois un peu... qui aiment bien discuter d'arbitrage, je me rends compte que ça les intéresserait, je pense, de prendre le sifflet, de vivre l'expérience. Même souvent les plus contestataires. En fait, les plus contestataires seraient souvent peut-être les meilleurs arbitres. Je leur dirais, voilà, essaye. Parce que au mieux... tu vas pouvoir t'épanouir, vivre peut-être un truc extraordinaire, comme j'ai eu la chance de le vivre. Et puis, au pire, tu auras essayé une nouvelle facette d'un jeu auquel tu joues tous les week-ends ou d'une passion que tu as. Et il n'y a pas beaucoup de risques à prendre le sifflet, à essayer, si ce n'est développer ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance en soi, la capacité à prendre des décisions, à manager et à grandir. Ouais. Il y a un conseil qui t'a aidé plus que d'autres, toi, dans le début. Enfin, tu parlais d'une phrase tout à l'heure qui t'a aidé. L'arbitrage, c'est l'école de la vie. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui résonnent au quotidien dans ton activité? Aujourd'hui, avec le recul, s'il y a un mot que je devrais donner à tous les arbitres, c'est la résilience. La résilience à tout moment. Avant match, pendant match, à chaque décision, après match, avant le match suivant, on développe cette faculté de résilience à tout moment. Et c'est vrai que s'il y avait un mot, je pense, qui caractériserait ça, on a parlé tout à l'heure d'adaptabilité. Adaptabilité et résilience, je pense que là, ce sont vraiment les deux maîtres mots qui peuvent se coordonner sur la vie d'un arbitre. En tout cas, c'est des notions importantes. Mais en plus, ça tombe bien, c'est le sujet du podcast, mais qui résonne beaucoup dans la psychologie en général. Être résilient, c'est parfois faire face à des situations difficiles, mais pouvoir les surmonter, les dépasser, sans que ça altère considérablement la qualité de vie ou l'intégrité même physique ou morale d'une personne. Et en tant qu'arbitre, par rapport à tous les enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui, les exigences aussi qui sont propres à cette activité, effectivement, il faut être dans la flexibilité, l'adaptabilité, mais aussi la résilience de se dire il y a des choses qui se passeront pas comme je l'avais prévu ou qui seront un peu plus difficiles à surmonter, mais je peux le faire et je peux rebondir, je peux me reconstruire ou apprendre de cette situation difficile. Exactement. Ouais. Exactement, ouais. Dans ton parcours, de quoi es-tu le plus fier ou qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi en tant qu'arbitre ou même au-delà de ce statut En fait, j'étais pas du tout destiné à ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'arbitrage, à aucun moment, je me suis dit je vais arbitrer dans des stades dans lesquels je rêve d'aller, où j'étais déjà allé en tant que supporter. Jamais je me suis dit ça. Et puis, c'est un parcours aussi de résilience parce que tout n'a pas été linéaire. Il y a eu aussi des échecs, il y a eu aussi des déceptions qui m'ont fait rebondir. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai commencé l'arbitrage tôt, à 14 ans, mais je m'y suis vraiment intéressé un peu tard. C'est-à-dire, en gros, j'ai arrêté de jouer au foot à 18-19 ans, ce qui est déjà tard, en fait, pour un arbitre, pour prétendre vouloir aller au haut niveau. Et finalement, dans ma catégorie d'arbitres, sur les arbitres professionnels, je suis un des seuls qui ne soit pas passé par la catégorie jeune arbitre de la fédération, qui est un peu l'espèce de centre de formation des arbitres. Ouais. Et moi, j'ai un parcours un peu atypique où je suis passé par tous les échelons, à la fois de district, donc départemental, et après tous les échelons régionaux, pour arriver enfin à la fédération il y a 10 ans, et depuis que je suis à la fédération, gravir petit à petit les échelons comme ça. Et c'est vrai que c'est un parcours qui est assez atypique, et du coup, le message que j'aimerais transmettre à tous les jeunes arbitres, et même au-delà, tous les sportifs, c'est que la route, elle n'est jamais toute droite, elle n'est jamais tracée d'avance, et il faut croire un peu, croire en ses rêves, et garder la confiance, garder le cap, même quand tout ne va pas comme on voudrait. Et en fait, ma carrière d'arbitre, c'est un peu l'histoire d'un match de foot, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on va au départ. C'est comme ça que j'ai commencé l'arbitrage. Et puis à la fin, je pense que ça peut nous mener à des grandes choses. Si on développe ces capacités d'adaptation et de résilience. Ok, c'est beau. Merci. Mais en tout cas, c'est inspirant aussi. Et puis, comme tu dis, c'est à l'image d'un match de foot, mais aussi d'une vie en général. C'est des hauts, des bas, de l'incertitude, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais toujours continuer d'apprendre et d'avancer au travers de ces situations. Quelle est la petite question encore que j'aimerais te poser? Quelle est l'émotion qui t'a le plus dominé en tant qu'arbitre
arbitre. Est-ce que tu dirais que c'est, je sais pas, la peur, la colère, la tristesse, la joie, enfin, voilà, quelle pourrait être l'émotion vraiment qui domine C'est l'adrénaline que l'entrée sur le terrain peut susciter. Et en fait, je me pose beaucoup la question de l'après. Quand j'aurai arrêté, même si voilà, j'y pense pas tout de suite, mais je pense que c'est ça qui manque le plus. Oui. Parce qu'il y a cette forme d'adrénaline quand on rentre sur le terrain et à tout niveau. Mais c'est sûr que plus on va monter, hier j'étais à Lille, Lille-Lyon. Quand on rentre sur le terrain, il y a 45 000 personnes, il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a des jeux pyrotechniques, il y a les caméras, et en fait, c'est vrai qu'il y a une musique d'entrée. Il y a les supporters. Voilà, musique d'entrée aussi pour galvaniser un peu les joueurs. Et en fait, ça crée, c'est une drogue, c'est une adrénaline, on prend un shot d'adrénaline qui est je pense, ultra important. Et c'est vrai que c'est cette sensation-là qui domine. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi ça qu'on va rechercher chaque semaine. Ce shot d'adrénaline de début de match, là en tout cas, c'est un truc qui, je sais d'avance quand j'arrêterai, parce que j'en discute avec certains collègues quand ils ont arrêté leur carrière, c'est vraiment le truc qui leur manque le plus. Ouais. Et c'est aussi ce qui te permet à chaque fois d'y revenir, même comme on le disait au cours de ce podcast, même quand il y a eu un match difficile, une décision qui a été mal prise, entre guillemets, ou en tout cas contestée, et même pour d'autres arbitres qui auraient pu subir des violences ou des agressions, c'est cette adrénaline qui va leur permettre de remettre un pied sur le terrain. Je pense que ça aide en tout cas, exactement. Ouais. Et comme tu dis, l'après, et ça vaut pour tout sportif, l'après-carrière peut parfois aussi remettre face aux sportifs des gros enjeux. On parlait avec Caroline de crise identitaire, mais ça c'est pas un mythe, hein. Il y a vraiment des fois une crise identitaire qui naît après le sport de haut niveau, mais aussi parfois des gros questionnements ou de l'ennui, le besoin de combler aussi ce manque d'adrénaline. Donc t'en es pas là, parce qu'a priori t'as pas l'intention d'arrêter pour l'instant. Pour l'instant, non. Mais à côté justement de cette vie d'arbitre, qu'est-ce qui pourrait te permettre de tenir si ça n'était plus là? Ouais, j'y ai déjà forcément un peu pensé en me disant, voilà, le jour où j'arrête, il faudra que je trouve aussi d'autres moyens de m'évader un petit peu. Donc, je m'évaderai, si en tout cas ma santé physique le permet, par le sport. Voilà, je suis un fan de trail, de sport. Donc, voilà, je trouverai des défis, je pense, qui me tiendront en haleine. Ouais. Avec toujours autant d'adrénaline et... Je ne sais pas si j'arriverai à atteindre ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, j'essaierai de mettre en place des choses pour continuer à avoir cette dimension de sportif qui aujourd'hui m'anime au quotidien. Donc c'est vrai que le sport, c'est une drogue aussi. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ça anime mon quotidien, pas seulement les matchs du week-end. Et les du entraînements aussi. Exactement, ouais. Et ça, c'est aussi de l'endorphine sécrétée qui permet en flot aussi... continu. Exactement, ouais. Et du coup, j'ai pas connu beaucoup de blessures, mais ça, quand ça s'arrête, c'est psychologiquement, ça peut être des moments pas simples. Ouais. Oui. Donc c'est à préparer. Enfin, je pense que tout sportif y pense à un moment donné. Comme tu dis, il y a l'arrêt volontaire, celui qu'on décide, mais il y a aussi les arrêts subis à cause de blessures ou de maladies qui peuvent survenir, bien sûr, qu'on ne contrôle pas, encore une fois. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée en tant qu'arbitre, mais que tu aimerais qu'on te pose ? Ah, celle-là, je n'avais pas préparée. Non, moi... c'est souvent les questions, enfin la question qu'on pourrait me poser, c'est quel est le match qui t'a le plus marqué ? Oui. Quel est le match qui t'a le plus marqué ? Alors la réponse facile, ça pourrait être le prochain, parce que c'est vrai qu'on enchaîne nos matchs et c'est toujours le prochain match qui va être le plus important là psychologiquement. Je suis déjà dans ma rencontre de ce week-end, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'arbitrer Saint-Étienne, qui est un club mythique un petit peu, et j'ai la chance d'avoir mon père qui était dans les tribunes pour les 90 ans du club, avec un stade qui était plein, etc. Et en fait, moi et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, c'est que quand je dis que tout l'environnement s'est mis un peu au diapason de ce que je fais, moi je me rends pas forcément compte de l'impact médiatique ou de l'impact dans la vie de tous les jours que peuvent avoir ce que je fais, les matchs que je fais et tout. Et là,
j'ai vu dans les yeux de mon père que là, il s'était passé un truc. Il était fier. Ouais, il y avait une forme d'émotion qui lui montre pas souvent en plus. Et là, je me suis dit, ouais, ce que tu as fait, c'est cool. Ouais. Et ton papa qui te suit en plus, tu disais exactement, souvent sur les matchs. Donc là, c'était le match où tu devais être en sa présence. Exactement, ouais. Et puis il y a une bonne ambiance, j'imagine, dans ce genre de stade. Pour les en fans, plus, voilà, pour souvent la génération de nos parents, Saint-Étienne, c'est l'équipe qui a marqué un peu l'histoire. Et donc de le mettre dans les tribunes pour les 90 ans du club, à Geoffroy Guichard, avec son fils qui arbitre. À guichet fermé, avec son fils au milieu. Ouais, je pense que lui, incroyable. J'ai vu dans ses yeux, encore plus que dans mon regard, quoi, Ouais. que là, ouais, j'avais fait un truc qui était cool. Et du coup, j'aime bien partager ce moment parce que... Oui, il est joli. Ouais, puis lui, il m'a accompagné. Ouais, au début, on commence, on est en voiture, on n'a pas de voiture, donc c'est souvent les parents. Bah oui, tu disais à 14 ans, ils t'amènent à droite, à gauche. Et forcément, il y a moins d'émotions quand ils nous emmènent sur les matchs. Dans à Étalon. À Étalon, voilà, qui doit déposer avant le match, qui a le match, qui doit nous attendre, la douche, la feuille de match, etc. et repartir. Et il m'a toujours accompagné. Et donc, et petit à petit, lui aussi, il a vu cette évolution. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais le sentiment d'avoir... c'était pas un accomplissement, parce que j'espère faire encore d'autres rencontres de ce type-là. Mais là, je me suis dit, ça a récompensé un peu toutes ces années passées à m'accompagner dans des moments peut-être qui n'étaient pas très sympas pour lui, quoi. Voilà, moi, je le vois aujourd'hui en tant que père de famille. Il a investi beaucoup de temps. Il a investi beaucoup de temps et ma famille, globalement, au départ, a investi beaucoup de temps dans ma passion, alors qu'ils avaient, entre guillemets, rien demandé. Et aujourd'hui, c'est aussi ma femme qui a investi beaucoup de temps pour moi. Et voilà, à travers cette expérience-là, j'aimerais les remercier. Oui, c'est beau. On les remercie alors, du fond du cœur. Mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis. C'est une motivation extrinsèque aussi de pouvoir leur dire vous avez pas fait. Enfin, les sacrifices faits ne sont pas vains. Il y a un but, il y a quelque chose derrière. Et toi, ça doit te motiver. Ouais, exactement. Ça doit aussi les remercier. Et c'est la notion de fierté qui est importante aussi derrière tout ça. Tout à fait. Ouais. Quand tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que des fois, à l'entraînement, t'as pas trop envie d'y aller et puis tu vas quand même. Il y a tout ça en fait. Il y a tout cet entourage proche où je le fais pas que pour moi. Et comme je suis content de partager ces joies-là, je me dis allez, ça vaut le coup, faut y aller, quoi. Ouais, et content de voir que ça les rend fiers aussi. Exactement. Et que ça les satisfait d'une autre manière. Ouais. Trop chouette. Ouais. Pour terminer ce joli podcast, en tout cas, je trouve ça intéressant tout ce que tu as dit. Si tu pouvais nous partager une page de ton journal intime, là, c'était déjà pas mal intime, je trouve. C'est très beau. Vraiment, pour la fin, sur le plan émotionnel. Mais si on pouvait, comme je le disais, comme je le dis souvent à la fin des podcasts, retenir une chose vraiment intime que tu as pu noter, que ce soit des doutes, des moments où tu as vécu des échecs et où c'était difficile, ou à l'inverse, des grandes réussites, ce serait quoi? Ce serait ce moment-là à Saint-Étienne, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais nous livrer? En fait, mais ça va faire le lien un peu avec tout ce qu'on a dit, c'est que j'ai failli tout arrêter. Ouais. J'ai failli tout arrêter à la suite d'une déception, parce que quand je suis arrivé, en fait, quand j'ai failli arriver à l'échelon fédéral la première fois, ça a échoué. Et là, je me suis vraiment posé la question de me dire, j'arrête tout. Et j'avais tout préparé, c'est-à-dire que j'avais déjà demandé une année sabbatique en disant je m'arrête pendant un an. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit lâche pas, ça va le faire. Et cette personne-là a été très importante pour moi. Là, il y a un peu d'émotion. Mais c'est ok. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, j'aimerais lui dédier ça. Voilà. Merci Antoine. C'est très chouette. Puis je pense qu'il a été motivateur pour toi pour la suite et aujourd'hui il serait fier de toi. Exactement. Sans aucun doute. Voilà, non, mais beaucoup, en fait, c'est ce que tu dis à la fin de ce podcast, c'est beaucoup des rencontres aussi. Et je crois que dans tous les podcasts ou les interviews que je fais avec les sportifs, c'est ça qui ressort vraiment. Exactement. C'est si on est seul, on n'avance pas. Et même dans des sports individuels, le collectif il compte par-dessus tout, quoi. Tous ces arbitres que j'ai rencontrés, qui sont devenus des potes, qui m'ont aidé dans mon développement, qui m'ont aidé à pas lâcher. Moi aussi, je les ai aidés indirectement, mais on s'est vraiment
on s'est vraiment auto-alimenté. Voilà, toutes ces personnes-là, elles ont été très importantes pour moi. Et aujourd'hui, voilà, puisque c'est la page journal intime, voilà, ça c'était le truc intime. C'est très gentil de nous la partager. Ce moment-là de ma carrière aurait pu être vraiment une fin, voilà, une bascule, et ça a basculé du bon côté grâce à certaines personnes. Voilà. Merci à ces personnes, puis merci à toi de nous partager tout ça. Merci d'avoir participé à ce podcast. Très intéressant, très émouvant aussi sur la fin. mais c'est important parce que c'est le but aussi d'humaniser les parcours qui parfois sont pas du tout compris, connus. C'est ce qu'on disait dans l'introduction de ce podcast. On voit un arbitre, on a tendance à crier sur l'arbitre plus qu'à comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait et toutes les motivations. Donc là, tout est, j'espère, plus clair pour les gens qui nous ont voilà, si ça a pu changer écouté. Un petit peu la vision que peut avoir le grand public des arbitres, le podcast il est réussi. Les arbitres ont un cœur. Exactement. Voilà. et des motivations qui ne sont pas celles d'embêter les joueurs ou les équipes. Exactement. On va retenir ça. Merci Antoine. Merci Romane. Et puis merci à tous de nous avoir suivis et écoutés pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions sous la vidéo, sous le podcast. Et puis si vous êtes intéressé pour plus de contenu, abonnez-vous à ma page et on se retrouve très bientôt.